Prochaine présentation, l'ensilage de maïs, un aliment apprécié, une rentabilité à valider. J'invite Mme Édith Charbonneau, agronome professeure à l'Université Laval, à me rejoindre. Mme Charbonneau est détentrice d'une maîtrise et d'un doctorat en sciences animales à l'Université Laval. Elle a aussi effectué un stage doctoral à l'Université du Wisconsin. Professeure au département des sciences animales de l'Université Laval depuis 2007. Ses principaux thèmes de recherche et d'enseignement sont la nutrition et la gestion sur les entreprises laitières. Elle travaille entre autres sur un modèle de ferme global pour faire des évaluations économiques et environnementales. Édith? Donc, bonjour tout le monde. Pour commencer, je tiens à remercier le comité de m'avoir demandé de faire la conférence. Je tiens aussi à souligner mes collaborateurs, soit Gilles Bélanger et Gaétan Tremblay d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, René Roy de chez Valacta, Mario Boivin que vous venez juste d'entendre de la Coop, puis Liliana Fadul-Pacheco et Doris Pellerin de l'Université Laval. C'est qu'on vient de voir une super bonne conférence avec Mario qui traitait de l'ensilage de maïs plus au niveau du plant et au niveau des vaches. Moi, dans le cadre de ma conférence, on a fait une étude où on circulait d'un pas finalement, puis on voulait voir l'impact et l'intérêt économique sur la ferme dans son ensemble. Donc, en considérant autant l'utilisation par le troupeau que aussi les opportunités, par exemple, de vente qui peuvent être, de vente de récolte, qui peuvent s'ouvrir si on a des cultures à plus haut rendement sur la ferme. C'est que si on prend un petit moment juste pour voir les avantages et les inconvénients de l'ensilage de maïs pris sur la ferme dans son ensemble. Premièrement, ce qu'on sait, c'est que l'ensilage de maïs, en général, pour un fourrage, a un rendement très élevé. Il y a aussi une récolte unique à l'automne, ce qui fait qu'on a peut-être moins de chantiers de récolte à gérer qui peut être intéressant pour les producteurs. Puis, on a une teneur en énergie et en fibres qui est élevée, qui permet de formuler les rations d'une manière efficace. En contrepartie, on sait que sur la ferme, c'est une plante qui demande beaucoup au niveau de la fertilisation azotée et phosphorée, puis aussi qui peut amener certaines pressions environnementales par l'érosion, entre autres, des sols. On a aussi le fameux chantier unique qui peut être un bon côté à certains moments, qui peut aussi devenir un inconvénient. Si on manque notre coup, on n'a pas d'autres coupes dans l'été où on peut se reprendre. Finalement, c'est vraiment important de s'assurer d'avoir un chantier au stade optimal de la plante. Sinon, on a beaucoup de fourrage d'une moins bonne qualité pour le restant de l'année. Finalement, il y a les fameuses unités thermiques maïs. Certaines régions du Québec sont très propices à l'utilisation de l'ensilage de maïs. Pour d'autres, c'est plus difficile. Donc ici, ce qu'on voit, c'est une carte du Québec qui est tirée de l'Atlas agroclimatique du Québec. En fait, les régions en rouge et en orangé, c'est des régions où on sait qu'ils sont très propices. Mais lorsqu'on est dans les régions jaunes ou vert pâle, il y a lieu de se demander est-ce que c'est rentable pour mon entreprise ou non d'utiliser l'ensilage de maïs parce qu'on est dans une région qui c'est plus limitrophe pour les unités thermiques maïs. C'est que dans le fond, nous autres, ce qu'on a fait, c'était une étude pour évaluer l'intérêt économique d'utilisation de l'ensilage de maïs, mais sur les fermes considérées dans leur ensemble. On a voulu regarder différents aspects, soit la région où la ferme est située, la possibilité d'augmenter le rendement et la valeur nutritive des autres plantes fourragères pérennes sur la ferme, parce qu'on sait que c'est un tout qu'il faut regarder, non pas juste la culture de l'ensilage de maïs. Il y a bien sûr le prix des céréales et des concentrés qui vont influencer l'intérêt de la culture. Puis, finalement, on s'est dit, vu que c'est beaucoup le rendement qui rend la plante très intéressante, la variation des surfaces de culture sur la ferme va avoir un impact sur l'intérêt économique de l'utiliser ou non. Par contre, dans le cadre de la conférence aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de traiter ce point-là, c'est que vous pourrez regarder dans le cahier de conférence. Je ne vais pas aller trop loin dans le fonctionnement du modèle, mais juste pour vous donner une idée, on l'a fait en utilisant un modèle global de ferme. C'est le modèle N-Cycle, Daniel en a parlé un petit peu ce matin. Ça a été développé en collaboration avec l'Université Laval puis l'Université du Wisconsin. Puis l'objectif, c'est vraiment d'être capable de capter les interactions sur la ferme par l'optimisation. C'est que juste pour faire un petit tour, en blanc, on a la ferme. En gris de chaque côté, c'est soit ce qui rentre sur la ferme ou ce qui sort de la ferme.
Ce qu'on voit dans le moment en jaune, c'est nos champs. Dans le fond, on le fait par optimisation. On va avoir une sélection des rotations sur nos champs pour optimiser les résultats de la ferme. Puis dans ce cas-ci, c'est le bénéfice net de la ferme. Le choix des rotations va amener la production d'aliments sur la ferme, puis la vente de culture. Les aliments vont être jumelés avec des aliments achetés pour répondre aux besoins des animaux, puis il va y avoir une optimisation au niveau de la formulation des rations. Nos animaux vont permettre de produire du lait et des animaux de réforme et des veaux qui vont être vendus. Puis, en même temps, il va y avoir de la production de fumier qui va retourner vers les champs ou qu'il va y avoir une optimisation pour la fertilisation avec le fumier et les fertilisants qui vont être achetés. C'est vraiment un modèle qui est dynamique, puis le but, c'est de voir quelles sont les meilleures stratégies à utiliser pour, dans ce cas-ci, augmenter le bénéfice net de l'entreprise. Là, ce qu'on voulait voir avec le modèle, c'était voir l'intérêt économique de l'utilisation de l'ensilage de maïs. On voulait voir l'impact de la région où on constitue aussi au niveau économique. On aurait voulu faire toutes les régions, mais on doit se restreindre dans ce type d'évaluation-là. C'est qu'on a regardé 2 régions, soit le centre du Québec, qui est une région qu'on sait qui est propice à l'utilisation de l'ensilage de maïs, puis le Bas-Saint-Laurent, où on est dans une région un peu plus limitrophe pour la production. Vous remarquerez, le Bas-Saint-Laurent, je ne l'ai pas encerclé dans son ensemble. En fait, on a ciblé la partie du Bas-Saint-Laurent qui était sensible à avoir des productions quand même assez élevées dans le sage de maïs, donc de l'Apocatière à Rimouski, puis la vallée de la Matapédia. Ici, c'est juste pour nous donner une idée visuelle des rendements qu'on peut obtenir. J'ai été chercher des zones à l'intérieur de ces régions-là, où on sait que l'ensilage de maïs qui est utilisé quand même en assez grande quantité pour la production laitière. C'est les rendements de la financière agricole. Puis ce qui est intéressant de remarquer, premièrement, c'est qu'il n'y a pas une différence si majeure que ça entre les rendements de la zone proche de Drummondville par rapport au rendement de la zone proche de l'Apocatière. L'autre fait qui est intéressant à voir, c'est la variation du rendement dans le temps. En fait, ce qu'on voyait, c'est qu'il y a des variations de 2 à 3 tonnes de matière sèche entre les années. C'est quelque chose qu'on voit quand même assez facilement dans la financière. La dernière chose qu'on peut voir, c'est que 2009 n'était vraiment pas une bonne année propice pour l'ensilage de maïs, mais ce n'était pas une année propice pour plusieurs autres cultures sur la ferme aussi. C'est que dans le fond, si on revient plus globalement à nos régions, ce qu'on voyait à la financière, c'est des rendements entre 6,6 et 16,5 tonnes de matière sèche à l'hectare dans le centre du Québec. Vous devinerez que, dépendant du rendement qu'on a, ça fait toute la différence sur la rentabilité de la culture. Dans le cadre de notre analyse, nous autres, on a établi à 13,5 tonnes de matière sèche par hectare le rendement moyen, qui est la moyenne entre 2010 et 2012 pour la région. Au Bas-Saint-Laurent, on voyait des variations entre 5,3 et 14,7 tonnes de matière sèche à l'hectare. Le rendement utilisé a été établi à 12,5, qui est aussi le rendement moyen entre 2010 et 2012 pour la zone du Bas-Saint-Laurent étudiée. L'autre point qui est important avec l'ensilage de maïs, c'est la valeur nutritive. Ici, on s'est référé aux banques de données de Valacta pour les 2 régions. On a compilé la valeur nutritive de nos fourrages. Vous voyez à l'écran l'analyse moyenne pour un fourrage immature, puis celle pour un fourrage normal. On a laissé tomber celle pour un fourrage mature, puisque le mature sort quand même assez bien sur les analyses obtenues. Par contre, lorsqu'on nourrit un fourrage mature à l'étable, on sait que c'est un fourrage qui est moins digestible pour l'animal, puis avec plus de 40% de matière sèche, normalement, on a une réduction des performances. On s'est vraiment arrêté au niveau immature versus normal. Ce qu'on voit, en fait, c'est que les analyses qu'on a obtenues sont similaires à ce qu'on se douterait. Donc, pour un fourrage immature, environ 26% de matière sèche. Nos fourrages normaux étaient dans les alentours de 34-35% de matière sèche. L'autre point qui est intéressant à noter, c'est les niveaux d'énergie. Avec un fourrage normal, on a des niveaux d'énergie plus élevés, puis des glucides non fibreux plus élevés. La proportion de fibres est un petit peu moins élevée dans le fourrage, alors que pour l'immature, on voit une proportion de fibres un peu plus élevée, ce qui est logique. Si on a un fourrage plus mature, on s'attend à avoir des grains plus matures aussi, donc plus d'énergie disponible.
C'est qu'à partir de ces données-là, on a voulu voir l'intérêt économique d'utilisation de l'ensilage à maïs dans nos 2 régions. Juste pour vous donner, on a fait des fermes types. C'est que la ferme type du centre du Québec avait 142 hectares, 75 vaches, une production moyenne par lactation par vache de 10 364 kg, puis une production laitière en hectolitres de 6 870 hectolitres. Je prends le temps de vous dire les hectolitres parce que le reste de la présentation, je vais aller en fonction de variations au niveau des dollars par hectolitre, ce que c'est tout le temps le fun d'avoir une grosseur à peu près de la ferme. Au niveau du Bas-Saint-Laurent, on avait 139 hectares, 62 vaches, 9 544 kg par vache par lactation, puis une production laitière totale de 5 235 hectolitres à la ferme. C'est qu'avec ça, on a fait rouler notre fameux modèle pour voir qu'est-ce qui était le plus économique. Dans nos 2 régions, ce qu'on voyait, c'est que les rotations avec l'ensilage à maïs étaient toujours sélectionnées, puis l'ensilage était intégré dans les rations avec une proportion entre 16 et 40 % de la matière sèche qui était sous forme d'ensilage à maïs. Puis ce que vous devez savoir, c'est qu'on avait bloqué le modèle à 40 %. Dans certaines rations, par exemple pour les vaches en lactation, lui, il n'aurait pris plus, mais on voulait rester représentatif d'une ferme du Québec. Ensuite, on s'est dit, bon, on a vu qu'il y a des bonnes variations entre les années, il faut vérifier l'impact d'une mauvaise année sur le rendement économique de la ferme. Avant d'aller plus loin, je vais prendre le temps d'expliquer un petit peu le graphique parce qu'a priori, ce n'est pas intuitif comme graphique. Ce qu'on voit, bon, premièrement, on est en échelle en dollars par hectolitre, puis c'est toujours un comparatif par rapport à mon scénario où je laisse libre le modèle puis j'utilise l'ensilage à maïs à des rendements moyens. C'est que si j'ai un chiffre qui est positif, dans le fond, c'est qu'il y a une augmentation de ce paramètre-là par rapport à mon scénario moyen. Puis si j'ai un chiffre négatif, c'est qu'il y a une diminution. L'autre chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a une partie des résultats qui sont présentés qui sont des dépenses, soit le coût des cultures, l'achat de fertilisants et l'achat d'aliments, alors qu'une autre partie, c'est des revenus. Le revenu de vente de l'agriculture, puis à la fin, le bénéfice net de l'entreprise. C'est que vous devinerez que si j'ai une augmentation des dépenses, c'est moins bon sur le bénéfice net que si j'ai une augmentation des revenus. Pour faciliter la prise en compte de cette réalité-là, on a mis en rouge lorsque c'est un résultat qui est moins bon pour le bénéfice net, puis en or pour représenter l'argent lorsque c'est un résultat qui est meilleur pour le bénéfice net. C'est que si on revient à notre mauvaise année où on a des moins bons rendements dans le stage de maïs, donc dans ce cas-ci, on a dit une réduction d'environ 3 tonnes de matière sèche, puis un ensilage qui est plus immature au niveau de l'analyse, de la valeur nutritive. Bien, ce qu'on voyait, bon, on ne peut plus a posteriori changer les superficies de la ferme, on est pris avec ce fourrage-là. Ce qu'on voyait, c'est que l'achat d'aliments devenait beaucoup plus important sur la ferme, ce qui avait un impact très négatif sur le bénéfice net, donc moins 1,65 $ l'hectolitre au centre du Québec, puis moins 2,16 $ l'hectolitre au Bas-Saint-Laurent. Juste pour vous donner une idée, l'ordre de grandeur de ces chiffres-là, ça représente environ 11 000 $ de perte si on a une moins bonne année dans le stage à maïs pour notre ferme type. C'est que ça donne un gros coût au bénéfice, on s'entend là-dessus. Par contre, on s'est dit, bon, on sait que c'est rentable d'utiliser l'ensilage à maïs, on sait que ça fait mal si on a une moins bonne année. Si je ne le propose pas du tout au modèle, qu'est-ce qui arrive? Dans le fond, ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'on propose des rotations sans ensilage à maïs, c'est sûr que le coût des cultures et l'achat de fertilisants était réduit. Par contre, on devait, au niveau du troupeau, acheter plus d'aliments concentrés. Puis, les superficies qu'on n'utilisait plus pour l'ensilage à maïs devaient être prises pour les autres fourrages, puis même la proportion des superficies sur la ferme pour nourrir le troupeau augmentait par rapport à lorsqu'on avait de l'ensilage à maïs, ce qui faisait qu'on avait moins la possibilité de vendre des récoltes. Au bout de la ligne, on voyait une réduction du bénéfice de 1,39 $ l'hectolitre pour le centre du Québec, puis de 2,26 $ l'hectolitre pour le Bas-Saint-Laurent. C'est si on regarde ça rapidement, ce qu'on voit en gros, c'est qu'on a des résultats sur le bénéfice qui sont à peu près comparables à lorsqu'on a une mauvaise année d'ensilage de maïs. Donc, somme tous, bon an, bon an, on pourrait dire que l'ensilage de maïs est en général rentable sur l'entreprise, sachant qu'il va y avoir des années qui vont permettre d'avoir un bénéfice supérieur, alors que d'autres
vont être moins convaincantes. Donc, en résumé, pour l'ensilage de maïs, en fonction des régions, ce qu'on a vu, c'est que dans le cadre de nos fermes types, qui est une ferme avec on s'entend avec un système de silos, puis avec une alimentation en RTM, bien, il était rentable de produire de l'ensilage de maïs dans les deux régions. Il faut bien sûr s'assurer de choisir un hybride qui est adéquat puis surveiller le stade de maturité pour avoir de bons rendements d'un fourrage d'excellente qualité. Puis, on sait que les mauvaises années coûtent cher, mais somme toute, ça n'enlève pas l'intérêt de l'utilisation de l'ensilage de maïs. L'autre point qui est important, c'est à quoi on compare notre ensilage de maïs. En fait, c'est un fourrage, fait que c'est intéressant de voir si j'améliore mon rendement et ma valeur nutritive des fourrages, est-ce que ça reste toujours aussi intéressant d'utiliser l'ensilage de maïs sur les fermes? C'est qu'on a regardé deux options pour l'augmentation du rendement, soit seulement de travailler au niveau de la gestion, la modification dans la gestion des fourrages. Ici, on parle là, de chaulage, de fertilisation, de choix des mélanges, mais pas vraiment de modification au niveau du nombre de coupes. Puis en contrepartie, on a fait une analyse où on changeait le nombre de coupes sur la ferme. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on a une modification de la gestion, ce que les études ont montré, c'est que normalement, on a une légère diminution, excusez-moi, j'ai un rhume, une légère diminution de la valeur nutritive des fourrages. Puis en contrepartie, lorsqu'on a une coupe supplémentaire, bien, on est capable d'augmenter la valeur nutritive des fourrages. C'est que pour vous donner une petite idée là, au niveau des rendements, ce qu'on avait pour le centre du Québec, pour notre ferme moyenne, en première année de production, on obtenait en moyenne 8,3 tonnes de matière sèche à l'hectare de récolté. Puis, avec l'évolution dans le temps, rendu en quatrième année de production, on était environ à 4,8 tonnes de matière sèche par hectare par année. Lorsqu'on arrivait avec la modification de la gestion des plantes fourragères, on obtenait une augmentation de rendement qui était palpable sur toutes les années de production, soit 9,7 tonnes de matière sèche par hectare en première année, pour finir à 5,5 en quatrième année. Puis, pour la coupe additionnelle, c'est beaucoup plus dans les 2 premières années de production qu'on voit l'effet positif de cette régie-là. Donc, des augmentations à 10 tonnes de matière sèche par hectare par année pour la première coupe. Juste pour vous donner au niveau de la qualité, je disais qu'il y avait une variation au niveau de la qualité. Pour vous donner une petite idée, là, pour l'ADF, on voyait, pour notre scénario moyen, on était à 34,5. Avec une modification de la gestion, on tombait à 37, puis avec une coupe additionnelle à 30. Tandis pour la protéine brute, on avait 16,6 pour notre scénario moyen, 14,5 pour notre scénario avec une modification de la gestion, puis on montait à 19 avec notre scénario d'une coupe additionnelle. Au niveau du Bas-Saint-Laurent, on voit des résultats un petit peu similaires au niveau des rendements pour la modification de la gestion. Dans ce cas-ci, par contre, on n'a pas fait le scénario de coupe additionnelle. En fait, nos résultats de rendement sont déjà faits pour 3 coupes généralisées sur les fermes au Bas-Saint-Laurent. Puis on s'est dit que 4 coupes étaient possibles dans certains champs, mais d'arriver à une régie de 4 coupes partout sur une ferme au Bas-Saint-Laurent, à cause du climat, c'était peut-être un petit peu plus difficile d'y arriver. C'est qu'on n'a pas fait ce scénario-là. Donc, au niveau de la régie, au niveau économique, premièrement, ce qu'on voyait, c'est que le fait d'augmenter le rendement et la valeur nutritive de nos fourrages, juste le rendement dans ce cas-ci, puis une détérioration de la valeur nutritive, au niveau des 2 régions, on n'avait pas un gros impact sur le bénéfice net. Je n'irai pas dans le détail ici à cause du temps, mais à cause de la détérioration de la qualité des fourrages, l'effet était amoindri beaucoup de l'augmentation de la quantité de fourrage. Par contre, si on allait avec une coupe supplémentaire, on voyait un gros impact sur le bénéfice net. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré le fait qu'on avait une coupe supplémentaire ou une modification de la gestion, le modèle trouverait toujours encore plus rentable d'incorporer quand même de l'ensilage de maïs. Donc, jumeler l'ensilage de maïs avec cette augmentation de rendement-là était plus intéressante que de laisser tomber l'ensilage de maïs. Dans le cas de la coupe additionnelle, ce qu'on voit en fait,
C'est sûr qu'il y a une augmentation des coûts reliés à aller chercher ce fourrage-là dans le champ. Par contre, il y avait une diminution d'achat d'aliments, puis une augmentation de la possibilité de vente de récoltes, beaucoup à cause de l'augmentation du rendement de nos fourrages périns, ce qui arrivait avec une augmentation de bénéfices de 1,5 $ par hectolitre. C'est qu'ici, 1,5 $, on parle d'environ 10 000 $, ce qui reste sur la ferme à la fin de l'année pour notre ferme type de 72 vaches. Après ça, on s'est dit, bon, on a vu que l'ensilage de maïs restait. Qu'est-ce qui arriverait si je l'enlève de la possibilité du choix du modèle? Ici, ce qu'on voit, c'est qu'avec la coupe additionnelle, si on n'a pas d'ensilage de maïs par rapport à notre scénario moyen avec ensilage de maïs, on a une grosse réduction au niveau du coût des cultures puis de l'achat d'aliments. Par contre, on a aussi une bonne réduction au niveau de la vente de récoltes. C'est qu'au total, quand on globalise ça, il y a un bénéfice supérieur avec une ferme moyenne avec ensilage de maïs. Donc, il y a lieu d'améliorer la qualité des fourrages à la rigueur avant d'introduire l'ensilage de maïs. Par contre, de jumeler l'ensilage de maïs avec un fourrage d'excellente qualité était le choix avec le meilleur bénéfice dans le cadre de notre ferme type. Pour le Bas-Saint-Laurent, on n'avait pas la coupe additionnelle, c'est qu'on a essayé d'avoir notre modification de la gestion des plantes fourragères pérennes sans l'ensilage de maïs. Puis là, dans ce cas-ci, on voit que de diminuer la qualité de nos fourrages, même si on augmente la quantité, a un effet très négatif sur le bénéfice avec moins 2 $ par hectolitre. C'est qu'en résumé, pour les plantes fourragères pérennes, améliorer le rendement et la valeur nutritive des plantes fourragères, ça a toujours un impact positif sur le bénéfice net de l'entreprise, qu'on ait ou non de l'ensilage de maïs sur la ferme. Par contre, améliorer le rendement en détériorant un peu la valeur nutritive ne permet pas du tout d'arriver au même résultat. C'est qu'après ça, on se disait, bon, on sait qu'il y a plusieurs années, avec le prix qui était très faible des concentrés, c'était moins intéressant d'utiliser l'ensilage de maïs. Est-ce que nos analyses y tiennent toujours dans des périodes de fluctuation de prix? On ne voulait pas se retrouver nécessairement, quand on a fait notre analyse, à être à un moment où que le prix est très, très, très dispendieux pour les concentrés, ou encore quand il est très, très faible pour les concentrés. C'est qu'on a fait une moyenne sur 3 ans, de 2009 à 2011, du prix des concentrés de la Banque de données de Balactad, donc sur les fermes du Québec. On s'est dit, si on a une augmentation de 25 % de notre prix des concentrés, est-ce que nos résultats tiennent encore? À vrai dire, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait, lorsqu'on a une augmentation du prix des concentrés, le modèle allait chercher le maximum qu'il pouvait d'ensilage de maïs dans ses rations. Ça permettait, de limiter l'augmentation d'achat d'aliments. On voit que l'augmentation du prix des concentrés a un impact majeur sur le coût des aliments, avec une augmentation de 2,43 pour le centre du Québec, $ par hectolitre, puis 1,33 au Bas-Saint-Laurent. Par contre, aussi, l'ensilage de maïs permettait d'essayer de libérer des superficies qui pourraient servir à la vente de culture, puis rentrer un revenu supplémentaire sur l'entreprise pour compenser les pertes. C'est qu'au global, il y avait quand même une diminution du bénéfice, autant au Bas-Saint-Laurent qu'au centre du Québec. Mais ça, je ne vous apprendrai rien, que si on est spécialisé en production laitière, ce n'est pas agréable d'avoir des concentrés qui coûtent cher. Au niveau d'une diminution du prix des concentrés, ce qu'on voyait, c'est que l'ensilage de maïs restait quand même sur nos rotations. Il y avait une légère, mais quand même pas très grande diminution dans les rations. Puis, l'objectif dans ce cas-là, c'était vraiment d'essayer de maximiser l'utilisation des cultures de la ferme pour nourrir le troupeau, puis limiter à rigueur la vente de récoltes, vu qu'il y avait moins d'argent à faire à ce niveau-là. Mais une fois de plus, je ne vous apprendrai rien en disant qu'une entreprise spécialisée dans le lait qui a des coûts de concentrés moins élevés, c'est plus rentable à la fin et le bénéfice est plus élevé. Donc, pour résumer cette section-là, la culture de l'ensilage de maïs demeure intéressante, même lors de la variation du prix des aliments concentrés. Ensuite, notre modèle nous permet de faire une analyse sur les bilans azote, phosphore et gaz à effet de serre. C'est qu'on s'est dit, bon, c'est bien d'introduire l'ensilage de maïs d'un point de vue économique. Est-ce que ça a un impact négatif sur les bilans environnementaux? On sait que le maïs a un besoin élevé en fertilisants.
Puis, on s'est demandé, si on regarde sur la ferme dans l'ensemble, est-ce que ça va dans le même sens que lorsqu'on regarde au niveau des champs pour le bilan azote-phosphore? Puis, en fait, on a été relativement surpris. Ici, dans les tableaux, ça fonctionne de la même manière que les graphiques précédents. Donc, on compare notre nouvelle situation à la ferme moyenne qui utilise l'ensilage de maïs. Puis, ce qu'on a vu, c'est que si on enlève l'ensilage de maïs de nos rotations, on voit une augmentation du bilan azote assez élevée, une augmentation du bilan phosphore sur la ferme assez élevée, puis aussi une augmentation de la production des gaz à effet de serre. Ici, ça s'explique principalement par l'aération, un modèle où on n'introduit pas l'ensilage de maïs a souvent tendance à alimenter un petit peu plus d'azote que le besoin de l'animal, puis à acheter des concentrés qui sont assez élevés en phosphore. Puis lorsqu'on introduit l'ensilage de maïs, bien, ça réduit l'azote et le phosphore dans les rations. Puis globalement, sur l'entreprise, notre bilan devient moins négatif, devient meilleur. L'effet d'une coupe additionnelle, bien, c'est relativement connu que si on améliore la qualité des fourrages, bien, normalement, on est capable d'améliorer aussi le bilan environnemental des fermes. Puis on l'a retrouvé aussi dans notre modèle. Si on vient, ça c'est les résultats du Centre du Québec. Ici, si on vient au niveau des résultats du Bas-Saint-Laurent, bien, on retrouve des choses similaires où en enlevant l'ensilage de maïs, bien, on détériore les bilans azote, phosphore et la production de gaz à effet de serre. Puis, par contre, dans ce cas-ci, on ne pouvait pas faire une coupe supplémentaire, c'est qu'on a fait la modification de la gestion. Puis, d'augmenter la quantité de fourrage sans améliorer la qualité, bien, avait un effet qui détériorait le bilan azote puis la production de gaz à effet de serre sur la ferme. C'est sûr que ce n'est pas un bilan environnemental complet. On ne tient pas compte, par exemple, de l'érosion sur la ferme. C'est qu'il faut quand même mettre un bémol, mais c'est intéressant de voir l'impact sur le bilan azote et phosphore. Donc, ce qui m'amène à ma conclusion. Produire de l'ensilage de maïs, on l'a vu, dans nos fermes types, c'était rentable, peu importe la région. Par contre, je tiens à mettre un petit bémol où notre ferme type n'est pas nécessairement toutes les fermes du Québec. Puis, ça vaut la peine probablement de regarder les particularités de votre propre ferme et de faire une certaine analyse avec un conseiller en gestion pour voir l'intérêt économique de votre entreprise si elle sort un peu du cadre de notre ferme type. On doit favoriser, on sait qu'en favorisant le rendement et la valeur nutritive des fourrages, on est capable d'augmenter le bénéfice net des entreprises. Puis ça, c'est vrai autant pour les entreprises qui n'avaient pas l'ensilage de maïs que pour celles qui l'avaient. Puis la conjugaison entre les deux était très intéressante. L'ensilage de maïs demeure une culture intéressante, même en conditions de fluctuation de prix. Puis, finalement, les bilans azote et phosphore de la ferme peuvent être positivement affectés par l'utilisation de l'ensilage de maïs. C'est que sur ce, je vous remercie pour votre attention, puis je souligne une fois de plus là, la participation de mes collaborateurs. On a le temps pour une ou deux questions. Est-ce qu'on a des questions du côté du web? Oui, une question au niveau de la salle à Saint-Bruno, au Lac-Saint-Jean. Donc, dans votre modèle, est-ce que les coûts des travaux, des champs et les équipements de récolte et de conservation ont été considérés? Oui, à vrai dire, on considère tout le temps les charges au niveau des cultures, les charges aussi de fertilisants. Au niveau de la conservation des récoltes, pour l'instant, vu qu'on était en système de silo, on a tout simplement considéré qu'il y avait un silo qui était utilisé pour l'ensilage de maïs, mais ça pourrait être à peaufiner en fonction là, de différents types de récoltes puis d'entreposage. La question à gauche. Oui, bonjour, Carl Marquis. Est-ce que tu crois que la tendance de rentabilité augmente si on augmente la concentration en ensilage de maïs de la ration? Parce que ta ferme modèle a sûrement une quantité X, mais si on va à 50, 60, 70 % d'ensilage de maïs dans la ration, est-ce que la courbe est exponentielle? On n'a pas fait l'analyse comme telle, c'est que je peux juste spéculer. Je sais que si on laisse le modèle aller, normalement, il va en inclure un petit peu plus. Est-ce que c'est exponentiel? Je ne peux pas le dire, mais il en inclut plus pour être capable de vendre plus de récoltes au bout de la ligne. C'est que ça dépend beaucoup des superficies de l'entreprise puis de la vocation de l'entreprise, de la mentalité des producteurs. Mais si,
s'il y a moyen de favoriser une vente de récolte, surtout pendant que les concentrés sont élevés, bien, le modèle avait tendance à choisir cette option-là. Question à droite. Benoît Turgeon, pour faire suite à la première question, tu as répondu pour les silos. Au niveau de la machinerie, est-ce que vous considériez qu'on avait recours au forfait ou qu'il y avait de l'investissement à faire au niveau de la machinerie dans le modèle? Dans ce cas-là, on allait plus avec le forfait. Là.